Je crois que c'était le lundi passé, où je ne m'en souviens plus. Mais on avait parlé de Boga, de Kragbe Nyagbe. Et l'individu Kone Katina s'était levé pensant qu'il allait endoctriner les gens et il dit aux gens, allez demander au gouvernement de Ouattara pourquoi ils n'ont pas ouvert une enquête sur le cas de Kragbe Nyagbe. Je dis, mais très belle chose. Parce que quelques jours avant, on t'avait donné la réponse. Mais comme ça ne te plaît pas, tu as fui pour aller dans les villages, pour endoctriner les villageois. Il n'y a pas de problème. Mais il y a mieux qu'on va te dire. Vous-même, vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous aviez fait? Est-ce que vous aviez ouvert une enquête? Est-ce que celui qui était le commandant des opérations contre les activités illégales de Kragbe Nyagbe, est-ce que ce dernier-là, il n'était pas membre de l'Assemblée nationale pendant votre pouvoir, lorsque Laurent Gbagbo dirigeait? Qu'est-ce qu'il a dit à Simone? Si vous êtes sûr de ce que vous dites, ouvrons une enquête internationale. Mais vous n'avez pas été capable, alors que vous étiez au pouvoir, d'ouvrir une enquête internationale, encore moins une enquête nationale. Mais chose bizarre, quand vous étiez au pouvoir, du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, vous ne vous êtes jamais souvenu comme par hasard des guébiers. Vous n'avez jamais touché une seule fois le mot des guébiers dans vos bouches. Et une fois que vous avez perdu le pouvoir pour manipuler la population dans les villages, vous reprenez ces mots-là encore pour venir rappeler que subitement vous êtes tombé amoureux de Kragbe Nyagbe, alors que vous voulez profiter simplement de l'individu et de ses méfaits pour pousser la population à la mort. Et demain encore, vous allez dire à ces populations-là, comme ce que vous avez dit au ouais, c'est pas, vous n'êtes pas mort pour moi, hein? Vous n'êtes pas mort pour moi, vous êtes mort pour vos terres. Tu veux encore pousser la population, mais il faut aller pousser la population de Ouagayo. Il faut aller pousser aussi la population de Mama. Mais Laurent Gbagbo ne fait pas ça. Il aime toujours pousser les enfants des autres pour les mettre dans des massacres constants. On nous présente l'individu Kragbe Nyagbe. Son vrai nom, c'était Jean-Christophe Nyagbe. On veut nous le présenter comme un panafricain, comme un combattant, comme quelqu'un de bien et quelqu'un qui a subi l'injustice. Ce serait très intéressant si les choses étaient aussi faciles que ça. Mais le monde, tout irait au mieux. Mais qui était en réalité ce criminel patenté, cet imposteur et ce tribaliste de Jean-Christophe Nyagbe, alias Kragbe Nyagbe? Il était qui même? C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Le criminel, l'anarchiste et l'antisocial qu'on appelle Jean-Christophe Nyagbe, c'est un jeune économiste comme ça qui va se lever en 1967 pour aller déposer les statuts et règlements intérieurs de son parti politique qu'il appelle le PANA, c'est-à-dire le Parti nationaliste africain. Et quand il va déposer, le manifeste avec lequel il dépose ce document-là s'appelle l'appel aux tribus de Burni. Et donc, il vient déposer. Et là, on va s'arrêter un peu. À tous les FPI, les mensonges qu'on vous avait racontés là, que c'est Laurent Gbagbo qui a été le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et qu'avant Laurent Gbagbo là, c'est lui qui a été le premier à créer parti en Côte d'Ivoire là, c'est faux. Voilà qu'en 1967, Kragbe Nyagbe est parti déposer les statuts et règlements intérieurs de son parti politique, le PANA, au ministère de l'Intérieur. Il a été déposé. Et il a même ajouté un manifeste là-dessus, qu'on appelle l'appel aux tribus des Burni. Et vous allez comprendre de quoi il est question. Mais pourquoi il parle des Burni? Alors que nous sommes en 1967, nous parlons de Côte d'Ivoire. Lui, il lance un appel aux tribus des Burni. Et Burni, là, c'est quoi?
Kragbe Nyagbe dénonce la suprématie baoulée, le tribalisme, la trop grande présence des étrangers en Côte d'Ivoire. Pour lui, il faut que la Côte d'Ivoire soit débarrassée des baoulés et soit débarrassée des étrangers. C'est ce que lui appelle les burnis. Et donc, en un mot, c'est un individu qui veut mener un appel aux tribus des burnis pour nettoyer, en tout cas, là où lui pense être utile pour lui et sa tribu. Il faut qu'on débarrasse cette zone-là de tous les étrangers et de tous les baoulés en particulier. Il n'a pas manqué de l'écrire. Il dit qu'il ne supporte pas la suprématie baoulée. Et il va utiliser le nom de quelqu'un d'autre qu'on appelle Ernest Boka. Et il va, la même chose que Laurent Gbagbo fait là. Kragbe Nyagbe va aller dans les villages pour endoctriner les tribus, pour leur dire là, vous ne voyez pas, ils ont tué Ernest Boka dans la prison d'Assabou. Est-ce que Ernest Boka était le seul là-bas? Est-ce que Ernest Boka était le seul en prison? Il y avait des fils du Nord, il y avait des fils de l'Ouest, il y avait des fils du Centre, il y avait des fils de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. S'il est mort là-bas, qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver là-bas? Ça, c'est une autre question. Mais pourquoi tu choisis simplement Ernest Boka et puis tu laisses les autres? Parce qu'il est bêté comme toi. Et donc, tu utilises ça pour manipuler les bêtés en leur disant, voilà, les baoulés sont en train de tuer les bêtés. Et donc là, nous aussi, dans notre région là, on va aussi tuer tous les baoulés. Et puis on va tuer aussi tous les autres qui sont étrangers. Ça dit que si tu n'es pas bêté, tu es étranger. Donc on va vous tuer. Quand ils vont finir de faire ça dans leur région là, c'est cette région là qu'on appelle l'état des burnis. Si vous avez bien compris ça. Maintenant, quand il va créer l'état des burnis, il ne met pas directement le projet en place. Puisqu'il va se retrouver avec ce discours subversif, il va faire un passage en prison. Quand il ressort en 1970, l'idée de l'état des burnis qu'il avait en tête là, il revient à Gagnoa. Quand il arrive à Gagnoa là, il dit, vous vous souvenez, je vous avais lancé l'appel aux tribus des burnis. C'est pour ça que je suis allé en prison. Comme je suis sorti maintenant là, ça c'était en 1970, en octobre 1970. Il dit, comme je suis arrivé maintenant là, on va faire monter le mercure. On ne va plus appeler maintenant. On ne se sent plus ivoirien. Nous ne sommes plus en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans l'état des burnis. Donc maintenant là, il transforme maintenant ses idées en réel. Maintenant là, la région de Gagnoa là, c'est l'état dans un état. On venait d'assister au premier coup d'état. Quand je vois des gars demander qui a fait coup d'état, qui a fait ceci. Le premier coup d'état c'était en 1970, réalisé par Kragbe Nyagbe. La sécession, c'est lui qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Et il va plus loin. Non seulement il décrète que la zone de Gagnoa est un état dans l'état de la Côte d'Ivoire, mais il lance sa devise comme un pays. Et sa devise c'était pour la terre de nos pères. Pour la terre de nos pères. Et son emblème, c'était un globe d'ébène sur fond blanc avec symbole de l'union et de l'égalité entre les tribus. Maintenant, à la tête de cet état des burnis qu'il avait créé là, il avait mis un chancelier d'état. Un chancelier d'état. Et c'était qui? C'était lui-même. Il avait aussi nommé un chef de gouvernement. C'était qui? C'était lui-même Kragbe Nyagbe encore. Et il avait nommé un commandant en chef de l'armée populaire nationaliste des burnis. C'était qui encore? Lui-même Kragbe Nyagbe. Ça démontre quoi? Un dictateur en naissance. Un despote sanguinaire qui était en naissance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Kragbe Nyagbe regroupe ses hommes. Ce n'était pas tous les bêtés qui étaient avec lui. Hein? Ce sont les bêtés inconscients et les bêtés qui ne savent pas où ils vont là. C'est eux qui se sont ajoutés à lui. Et maintenant,
Il rentre maintenant dans la guerre contre la République de Côte d'Ivoire. Il demande à ces personnes-là de tuer tout, sauf les bêtés, dans l'état de Burni. Voilà ce qui s'est passé. Et il va aller même plus loin. Ils vont aller avec le drapeau du PANA pour mettre ça, pour planter ça à la mairie de Gagnoa. Ils vont avec le drapeau du PANA, ils plantent ça à Gagnoa. Et puis maintenant, il dit à ces gars, allez attaquer la gendarmerie. Allez attaquer la gendarmerie. Et attaquer tous les symboles de l'État. Et après, vous attaquez tout sauf les bêtés. Et à cette époque-là, c'était l'adjudant Obu Kwadio, le père du joueur Hassan Oboula. C'est lui qui était l'adjudant chargé de temporiser la situation là-bas. Mais tous ceux-là ont été tués. Et avec lui, il y a 8 civils qui ont été tués. Sans compter les massacres qui ont été faits dans les villages sous l'appel de ce brigand de Krabbe Nyabé. Quelqu'un qui a incité à faire tuer des Ivoiriens. On ne compte pas le nombre des Ivoiriens qui sont morts. Mais on veut nous faire voir le nombre de personnes qui ont été tuées dans son camp. Et c'est le même combat que Laurent Gbagbo reprend aujourd'hui. Allez lutter pour vos terres. Non, vous êtes les fils du pays. C'est exactement la même chose. Et même lorsqu'il dirigeait, Laurent Gbagbo avait une chanson Ode à la nation. Et si vous regardez très bien, c'est l'emblème de l'état de Burni là, c'est ça. C'est le dessin là qui est dessus. Ça veut dire les mêmes projets criminels, assassins sanguinaires de Krabbe Nyabé là. C'est ce que Laurent Gbagbo tente toujours de faire. Mais ça n'a pas marché parce qu'il a été maté. Et comme sa vie ne valait pas mieux que celle des autres Ivoiriens, il a mordu la poussière. Et lui, avec ses brigands qui l'ont suivi, ils ont été bien traités comme il fallait. Et là, contrairement à ce que les uns et les autres veulent faire croire, et que je vous avais dit la dernière fois, on veut nous faire croire qu'il y a eu 4000 morts. Mais je vous ai dit, il y a le livre d'un jeune chercheur du Guébié. Il n'est pas Djoué, il n'est pas Wobé, il n'est pas quoi que ce soit. Il est Guébié comme Krabbe Nyabé. Pendant 5 ans, il a fait des recherches dans les villages Guébié pour retrouver ceux qui sont morts là. Il dit, c'est 71 personnes qu'on a trouvé. Dans son livre, Gadji Dabo Joseph, son livre là s'appelle L'affaire Krabbe Nyabé, un autre regard 32 ans après. C'est un livre paru aux nouvelles éditions ivoiriennes en 2002, sous l'époque de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais contesté le livre. Il n'a jamais demandé, et les Guébiés eux-mêmes n'ont jamais contesté. Donc arrêtez le mensonge et l'esbrouf. Parce que toutes les preuves sont là pour vous condamner. Est-ce qu'on vous a donné le nombre d'Ivoiriens que vous avez fait tuer? Toujours au nom de la xénophobie. Et c'est pourquoi nous disons à tous ceux qui vont se mettre dans ce combat, sachez que vous en sortiriez les plus grands perdants. Parce qu'à la vérité, Laurent Gbagbo est dans un combat de sa personne. Laurent Gbagbo s'en fout de personnes qui vont se mettre là à dire que nous sommes en train de nous battre pour Laurent Gbagbo ou même pour une certaine idéologie. Laurent Gbagbo ne croit en aucune idéologie. Laurent Gbagbo n'est pas un individu fiable. Je ne vous le dis pas parce que j'ai envie de vous le dire, mais parce que la réalité s'impose d'elle-même. Laurent Gbagbo fait partie de la trempe de ces politiciens-là qui utilisent simplement la politique pour tromper les Ivoiriens, pour tromper le peuple et pour tromper tous ceux qui acceptent de se mettre derrière lui. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que tout récemment il avait dit au ouais, ce n'est pas pour moi, vous êtes morts. Vous êtes morts pour vous-même en voulant défendre vos terres. Il a toujours les arguments pour vous mettre hors de son combat. Pour lui là, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, tant que ce n'est pas lui ou même ses enfants, il s'en fout. Je viens de poster un lien de Human Rights Watch. Les gens de l'Ouest qui sont en train de créer, il y a un génocide, ouais, il y a un génocide guébier. Mais vous oubliez que ce que vous aviez fait, c'est pire que des génocides.
Vous oubliez que quand tu sèmes quelque chose, tu dois récolter. Tu ne peux pas. Et c'est ce que je dis toujours. Les gens de l'Ouest, là, ne rentrez pas dans cette sale politique de Laurent Gbagbo pour mettre votre avenir en danger. Donc, mesdames et messieurs, vous m'excusez. Et donc, tu ne peux pas rentrer dans une telle entreprise où vous faites des morts de 2002 jusqu'en 2011 et penser que les parents de ces personnes-là allaient s'asseoir et vous regarder. Le jour qu'elles ont eu l'occasion, elles vont forcément se venger. Et là encore, même dans le cas des ouais, c'est des individus surexcités qu'ils ont manipulés. Mais ils n'ont jamais eu de regrets. De la même manière qu'il n'a pas eu à éprouver de regrets pour les guébiers. Il allait même leur dire en face que tous les morts qui ont été faits à l'Ouest, là, il ne faudrait pas que les guébiers pensent que lui, ça l'intéresse. Parce qu'ils sont morts pour eux-mêmes. Et d'aucuns avaient voulu qu'on dise qu'il y aurait eu un génocide, ouais. Mais est-ce que vous avez fait aux gens avant? Est-ce que vous avez fait entre 2000, 2002 et 2011? Comment vous appelez ça? Vous pensez que les autres, ils n'aiment pas leurs parents? Vous pensez que les autres, eux, n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de mémoire pour se souvenir de leurs parents qui ont été lâchement et sauvagement abattus? Et ça, moi, je le dis sans état d'âme. Tous ceux qui se sont mis dans ces entreprises-là, ils vous ont loupé. Ils vous ont loupé. Mais continuez à suivre Laurent Gbagbo, vous n'allez pas regretter. Et c'est pourquoi j'ai mis ce rapport-là. Et j'ai mis le lien. Pour que tous ceux qui veulent peuvent prendre ce lien pour aller regarder. Pour voir ce que je suis en train de lire, si je suis en train de dénaturer les faits ou pas. Laurent Gbagbo a dirigé avec plusieurs milices dans l'Ouest. Et pratiquement dans toute la partie qu'il gouvernait. Pour semer la mort, le chaos, la désolation partout en Côte d'Ivoire. Et vous ne vous souvenez pas des malheurs que vous avez vécus. Vous continuez à vous amuser avec votre vie. Sachez que celui qui s'amuse avec sa vie, là, les autres vont t'aider à détruire ta propre vie. La prolifération des milices gouvernementales. Et comme on a été déjà pris par le temps, je vais lire, mais je ne pourrai pas expliquer, mais je vais lire de façon lente pour que les gens puissent écouter et suivre. Depuis 2000, lorsque Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir après des élections entachées d'irrégularités, le gouvernement s'est appuyé de plus en plus sur les milices, à la fois pour faire appliquer la loi et à la suite de la tentative de coup d'État de septembre 2002 pour combattre la rébellion. Les milices sont utilisées par le gouvernement de Laurent Gbagbo et par les officiels régionaux gouvernementaux pour réprimer violemment les manifestations et l'activité des partis politiques de l'opposition. Museler la presse et attaquer les ouvriers agricoles immigrés ouest-africains en conflit pour l'usage de la terre et pour les ressources agricoles. L'une des plus importantes menaces pour la protection de l'autorité de la loi et des droits humains en Côte d'Ivoire est la prolifération des milices civiles qui sont souvent armées et semblent opérer au sud et avec l'assistance du gouvernement de Laurent Gbagbo et des puissants officiels locaux. Ça veut dire les fils de l'Ouest. Des groupes ouvertement armés, partisans de Laurent Gbagbo, sillonnent les villages dans des petites parties de la Côte d'Ivoire surnommées l'Ouest sauvage. Tellement il y avait beaucoup de milices, on avait fini même par appeler l'Ouest l'Ouest sauvage. Le long de la frontière avec le Libéria, selon des témoins,
À Abidjan et dans d'autres villes du sud, des milliers d'hommes, des jeunes gens, pour la plupart sans emploi et sous-employés, peuvent être jetés dans les rues en quelques minutes par les chefs de milice qui jouissent du soutien des proches associés de Laurent Gbagbo. Les milices n'ont pas de légitimité et le gouvernement de Laurent Gbagbo ne leur demande pas de rendre compte de leurs actions. Ces groupes sont accusés de brutalité politique, d'intimidation de politiciens et de journalistes de l'opposition et opèrent en toute impunité, ne craignant ni les forces de la loi et de l'ordre, ni celles de la justice. Certains de leurs membres sont régulièrement et ouvertement impliqués dans des crimes, extorquant des marchandises et de l'argent à des négociants et des entreprises parfois en collusion avec les services de sécurité. Des groupes tels que les jeunes patriotes monopolisent le discours politique et la plupart des forums publics pour le débat politique. Aucun groupe d'opposition ne peut tenir une réunion publique sans crainte d'être attaqué, tandis que la police regarde ailleurs, selon des militants ivoiriens des droits humains. Le phénomène des milices et leur croissance continue est un motif de grave préoccupation pour les groupes ivoiriens œuvrant pour les droits humains et pour les organismes humanitaires internationaux. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, révèle cela dans son rapport de mars 2005 au Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lequel il notait que la mobilisation des groupes de milices se développe dans tout le pays. Il ajoutait, M. Kofi Annan, « Je suis profondément préoccupé par l'armement de ces milices et leur activité de plus en plus dangereuse. » Il a demandé qu'il soit mis un frein à l'activité des milices armées et que leurs dirigeants soient tenus pour responsables des attaques contre les civils et contre les forces de maintien de la paix. Au moins 7 principaux groupes de milices opèrent dans le sud et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La plupart de leurs recrues sont des supporters de Laurent Gbagbo, du FPI. Beaucoup viennent aussi du groupe BT, l'ethnie de Laurent Gbagbo. Les groupes liés, c'est-à-dire Atié, Abé et Dida, ou leurs alliés dans l'ouest du pays, les tribus Oué et Krou. Les jeunes patriotes, c'est-à-dire le Congrès panafricain des jeunes patriotes, le COJEP, sont parmi les groupes les plus importants. Ils sont dirigés par Charles Blé Goudé. Le groupe patriotique pour la paix, en abrégé GPP, a pour chef Moussa Touré alias Zegen et Eugène Djoué à la tête de l'Union pour la libération totale de la Côte d'Ivoire, l'UPLTCI. Les dirigeants de ces 3 groupes se sont fait les dents en politique au sein de la Fédération estudiantine et lycéenne de Côte d'Ivoire, la FESI, tout comme le chef rebelle Guillaume Soro. La FESI est une association étudiante déclarée qui soutient activement Laurent Gbagbo et muselle les dissidents antigouvernementaux dans les campus et les lycées. Les jeunes patriotes revendiquent 25 000 membres dans le sud du pays. Des officiels occidentaux estiment qu'ils sont environ 13 000. Le GPP, selon ses dirigeants, compte environ 60 000 membres, dont 15 000 à Abidjan et le reste dans le sud du pays. Des officiels occidentaux fixent leur nombre à environ 6 000. Le groupe a été officiellement dissous par le gouvernement de Laurent Gbagbo en octobre 2003. Mais il n'a jamais arrêté de fonctionner. Et au moment où nous écrivons, il continue à fonctionner ouvertement à Abidjan et ailleurs. L'UPLTCI
prétend avoir environ 70 000 patriotes entre guillemets, mais encore une fois, des sources étrangères estiment que le nombre est beaucoup plus inférieur. Des diplomates occidentaux pensent qu'au total, l'effectif de toutes les milices pour les zones tenues par le gouvernement de Laurent Gbagbo est d'environ 31 000. La Commission nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, instituée dans le cadre des accords de Lina Marcoussi, estime l'effectif total des milices à 10 000, bien que le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, reconnaisse que ces chiffres sont très probablement sous-estimés. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les milices sont plus clairement basées sur l'origine ethnique. Les plus importantes sont les forces de libération du Grand Ouest, le FLGO, fondé par Denis Glofé Mao, un chef traditionnel du groupe ethnique Wè, basé à Guiglo. Les FLGO pourraient avoir au moins 7 000 membres. Les supplétifs de Lima, un groupe de milices libériens, constitué essentiellement de Libériens, issus du groupe CRAN, qu'on appelle en Côte d'Ivoire Guéré, agissent en association avec le FLGO et les forces armées de Côte d'Ivoire, les FANCI. Selon des entretiens conduits par Human Rights Watch, dans des villes et des villages libériens et proches de la frontière ivoirienne en mars 2005, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a depuis octobre 2004 recruté des centaines de combattants libériens récemment démobilisés au Libéria et dont un grand nombre d'enfants de moins de 18 ans. Les personnes interrogées par Human Rights Watch décrivent 2 périodes de recrutement intenses en octobre 2004. Juste avant une offensive du gouvernement de Laurent Gbagbo contre le nord ivoirien, contrôlé par les rebelles, et au début du mois de mars 2005, en prévision selon leur rapport de futures attaques contre des positions tenues par des rebelles. Ces personnes ont raconté avoir franchi la frontière pour pénétrer en Côte d'Ivoire par petits groupes, parfois accompagnés par un officier ivoirien non commissionné, et une fois en Côte d'Ivoire, avoir été logés dans l'une des bases militaires situées à l'intérieur ou à la périphérie des villes de Guiglo, de Blolequin, de Toulepleu, dans la partie ouest du pays. Toutes les personnes interrogées par Human Rights Watch ont déclaré avoir reçu des armes, des munitions et des uniformes remis par des Ivoiriens portant des uniformes militaires et dont ils pensaient qu'ils faisaient partie des FANCI. La plupart des Libériens combattants avec Lima se battaient à l'origine pour le mouvement pour la démocratie au Libéria, le modèle. Depuis 2002, le gouvernement de Laurent Gbagbo a permis au mouvement rebelle modèle du Libéria de recruter activement des réfugiés libériens dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire et d'utiliser son territoire pour lancer des attaques contre le Libéria en échange de l'aide du modèle pour combattre les rebelles ivoiriens. Des centaines de combattants du modèle ont travaillé activement aux côtés de l'armée de Laurent Gbagbo et des groupes de milices à l'ouest, plus réduits en 2002 et en 2003. Au cours de ces longues années dans l'opposition, Laurent Gbagbo, soi-disant professeur d'université, a assis son pouvoir sur la rue grâce à des groupes comme l'Union des étudiants de la FESI, qui a soutenu ses demandes de pluralité politique sous la démocratie à parti unique de Félix Houphouët-Boigny. Lorsque Laurent Gbagbo accède calamiteusement au pouvoir en 2000, le corps des officiers des forces armées de Côte d'Ivoire, FANCI, était largement représenté par les ethnies Akan et Baoulé, qui étaient historiquement loyaux à ses rivaux politiques du PDCI. Gbagbo a conservé de cette époque sa défiance vis-à-vis de certaines sections de la classe militaire et politique
et a permis à des structures alternatives de pouvoir telles que les milices de s'épanouir, selon des membres des partis de l'opposition ivoirienne et des diplomates occidentaux. Après l'accession de Laurent Gbagbo à la présidence en 2000, de 3 000 à 4 000 membres de la FECI et des groupes de jeunes pro-gouvernementaux, nombre d'entre eux, membres des jeunes patriotes, ont été recrutés pour intégrer les forces armées régulières. D'après une source de renseignement occidentale, cela a eu un impact négatif sur la structure de commandement de l'armée. Parmi les services armés et les services en uniforme dans le sud de la Côte d'Ivoire, il y a 2 lignes de commandement. Il n'y a pas d'adhésion à la chaîne de commandement dans la gendarmerie, mais il y a des circuits arrière, a déclaré un fonctionnaire supérieur des Nations Unies. On peut craindre que ces groupes des 2 camps échappent à tout contrôle et n'obéissent plus qu'à leurs propres lois. Le GPP et le FLGO en sont déjà là, ajoute le fonctionnaire. Des sources occidentales, diplomatiques et de sécurité, ainsi que des membres de l'opposition ivoirienne disent que le corps des officiers de l'armée régulière, dont beaucoup ont été formés du temps du PDCI, acceptent mal l'influence des groupes de milices. Les milices semblent être contrôlées et constituent comme une force parallèle à l'armée régulière, a déclaré un cadre supérieur de l'organisation internationale. Pourquoi ont-ils besoin de forces parallèles si le gouvernement de Laurent Gbagbo est censé être régi par l'autorité de la loi? Le gouvernement ne semble pas avoir beaucoup de confiance dans la loyauté de ses forces armées. Lorsque Laurent Gbagbo était dans l'opposition, il n'avait que la rue. Nous supposons qu'il n'a pas confiance dans l'armée régulière et les milices lui procurent un appui, a-t-il ajouté. Selon les chefs des milices, celles-ci sont à l'avant-garde des forces qui défendent la Côte d'Ivoire, compensant les faiblesses d'une armée qui a été divisée selon les différences régionales, générationnelles et ethniques après la rébellion de 2002. Dans un entretien avec Human Rights Watch, Touré Moussa alias Zegen, le chef du GPP, a été très clair quant au rôle de son groupe. Nous devons être prêts à défendre la nation. Au début de la guerre, nous avons constaté que le point faible, c'est notre armée. Alors, il nous fallait mettre nos membres à la disposition de l'État pour défendre notre pays. Nous n'avons pas de relation avec l'armée, mais notre existence n'est pas négociable. Nous n'avons pas besoin de la permission de quiconque pour nous défendre. Il y a beaucoup de personnes dans l'armée régulière qui ont peur de nous, a-t-il déclaré. Touré Moussa alias Zegen ne souhaitait pas parler de la structure de commandement adoptée par le GPP, pas plus que révéler à qui il rendait compte. Lorsque 2000 miliciens du GPP à Abidjan se sont emparés d'une école dans le fief de l'opposition d'Adjamé en août 2004, le chef du GPP, Touré Zegen, a défini le rôle de son groupe en termes militaires. Il a affirmé que l'occupation avait pour but de protéger la ville contre une avancée des rebelles depuis le nord. Ce qui est alarmant, c'est que Touré Moussa alias Zegen n'a fait aucune distinction entre les partisans politiques du RDR et les membres de la rébellion. Nous nous sommes emparés des lieux dans le cadre d'un plan stratégique pour défendre la ville. Les rebelles dans la rue sont ici. Nous avons ici une opposition majeure du RDR, a-t-il déclaré. Les détails sur les liens des milices avec le gouvernement de Laurent Gbagbo et sur leurs finances restent flous. Les opposants politiques, les médias de l'opposition, les diplomates occidentaux et des sources militaires disent que les milices sont étroitement liées
aux associés de Laurent Gbagbo et reçoivent des fonds d'entrepreneurs et des partisans du FPI. Les dirigeants de milices disent qu'ils reçoivent de l'argent par le biais des donations du grand public. Le GPP et les jeunes patriotes ont une structure de commandement hiérarchique, même s'il est difficile de déterminer la chaîne de commandement. Le GPP émet des cartes d'adhésion. La palette de milices dans l'ouest de la Côte d'Ivoire va des groupes d'autodéfense villageois mal entraînés et peu armés à des unités qui ont visiblement reçu un entraînement militaire et sont liés à des éléments des forces armées ivoiriennes. Par exemple, en mars 2004, les miliciens du GPP étaient armés et paraissaient travailler aux côtés de la police pour réprimer une marche organisée par des groupes de l'opposition à Abidjan. Au moins 105 civils ont été tués et 20 ont complètement disparu à jamais au cours de ces événements. Les milices du FLGO, basées sur les Ouais de Mao Glofier, se sont battues aux côtés des Fancy dans des combats féroces pour déloger les rebelles en novembre 2002. Les dirigeants des milices et leurs partisans au gouvernement de Laurent Gbagbo nient que les milices soient armées. Cependant, beaucoup d'Ivoiriens et des témoins étrangers, dont des journalistes et des travailleurs pour des organismes internationaux, ont affirmé que Human Rights Watch avoir observé à plusieurs reprises des miliciens armés de fusils AK-47, des mitraillettes Uzi et de pistolets. Dans un entretien avec Human Rights Watch, Touré Moussa alias Zegen, le dirigeant du puissant groupe de milices GPP à Abidjan, nie avoir des armes. Les gens disent que qu'on nous fournit des armes. Mais ce sont des contes de fées, a-t-il déclaré. Touré Moussa alias Zegen a cependant reconnu que ces hommes recevaient un entraînement militaire et à l'usage des armes de la part des forces de sécurité ivoiriennes. Nos hommes ont reçu un entraînement militaire à l'usage des armes. On leur apprend à utiliser des armes. Les membres de la police et de l'armée, qui sont des patriotes comme nous donnent leurs armes pour l'entraînement, a-t-il déclaré. Des sources de renseignement occidentales ont déclaré que des armes avaient bel et bien été distribuées à certaines unités du GPP durant la répression violente d'une manifestation de l'opposition en mars 2004 à Abidjan. Les mêmes sources ont déclaré que le GPP avait reçu depuis 2004 un entraînement à l'école de la gendarmerie dans le faubourg de Koumassi à Abidjan et dans un camp à Abobo à l'extérieur de la ville. Ils ont dit qu'il y avait d'autres camps d'entraînement dans toute la partie sud contrôlée par le gouvernement de Laurent Gbagbo, mais n'ont pas donné des détails sur ces camps-là, ni sur les dépôts d'armes à partir desquels les armes seraient remises à certains miliciens. Nous savons qu'ils sont entraînés, armés et déplacés vers l'ouest pour combattre, a déclaré un cadre supérieur travaillant pour une organisation internationale qui est informée par les sources de renseignement occidentales. En février 2005, la capacité armée du GPP a été mise en évidence pour tout quand des membres du GPP se sont livrés à une bataille armée avec des cadets de la police à l'extérieur du camp d'Adjamé. Les tirs auraient eu lieu après qu'un membre du GPP se soit battu avec un membre d'une école voisine de formation de police. L'incident, qui a coûté la vie à un cadet de la police et à un négociant, a montré que le GPP n'avait pas peur d'affronter ouvertement la police. Le chef de commandement des forces armées, le colonel Philippe Mangou, s'est rendu dans le camp pour dissiper les tensions, mais il n'y a pas eu d'action entreprise contre le GPP. À l'ouest,
Les milices sont ouvertement armées, comme l'a montré l'attaque du 28 février 2005 contre Logwale. Mao Glofier, le chef des milices FLGO, nie que ces hommes reçoivent des armes du gouvernement et prétend que leur abondant armement provient des armes prises aux combattants rebelles morts. Cependant, le colonel Éric Burgot, chef des forces françaises dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a contredit cette version. Nous avons la preuve que les miliciens ont été supervisés par l'armée ivoirienne et qu'ils ont été armés par l'armée ivoirienne, même si Philippe Mangou a toujours dit le contraire, a-t-il déclaré. Cela a été confirmé au cours des entretiens conduits par Human Rights Watch en mars 2005 avec 5 Libériens qui ont participé à l'attaque de Logwale et qui ont dit qu'ils recevaient des armes, des munitions et des uniformes du personnel militaire en prévision de l'attaque. Dans les villes du sud de la Côte d'Ivoire, contrôlées par le gouvernement de Laurent Gbagbo, les opposants politiques à Laurent Gbagbo, les journalistes, les entrepreneurs, les marchands ambulants, les chauffeurs de bus privés, appelés Baka, les camionneurs, tous se plaignent d'intimidation, de rackets, de violence, d'extorsion de la part des milices, parfois en coordination avec les forces de sécurité. La majorité des victimes parmi les entrepreneurs viennent du nord de la Côte d'Ivoire, à dominante musulmane, ou sont des émigrés ou des descendants d'émigrés venus de l'Afrique de l'Ouest, appelés CEDEAO, groupe considéré par les milices comme les partisans des rebelles. Plusieurs membres des groupes ivoiriens de défense des droits humains à Abidjan ont déclaré à Human Rights Watch que les victimes disent couramment avoir trop peur pour déclarer à la police des crimes commis par les membres des milices. Adama Touré, le président de la Fédération nationale des conducteurs de bus de Côte d'Ivoire, a confirmé cela. Le GPP rentre ici, dans la gare des autobus, et vole les chauffeurs en toute impunité. Plus tard, nous voyons les milices dehors en train de faire du jogging le matin sous la protection des gendarmes. Nous ne pouvons nous plaindre du GPP dans aucun poste de police, a-t-il déclaré. Touré, de frustration, a organisé des grèves des bus pour protester contre les extorsions par les services de sécurité et les milices. Cependant, les protestations ont amené la police à fracasser 44 bus en une nuit en février 2005. Les militants des droits humains, les organismes d'aide internationale et les agences des Nations Unies disent que les milices opèrent en toute impunité, sans craindre ni les services de sécurité ni les institutions judiciaires. Le comportement du GPP à Adjamé illustre le lien entre les crimes pour raisons politiques et les crimes de droit commun. Adjamé, un grand centre d'activité commerciale pour la sous-région ouest africaine tout entière, passe de 310 000 résidents la nuit à quelques 2,5 millions de personnes pendant la journée, avec l'afflux des marchands de plein vent, commerçants, travailleurs et acheteurs, fournissant de belles prises aux miliciens et aux forces de sécurité. Les commerçants à Adjamé disent que le harcèlement revêt des aspects ethniques et politiques. Ils accusent les miliciens du GPP de cibler des milliers de boutiques et de transporteurs, non seulement parce qu'ils possèdent des biens et de l'argent, mais aussi parce que plus de 85% d'entre eux viennent du Nord, où sont des citoyens africains non ivoiriens, groupe considéré par les milices comme partisans des rebelles. La moitié des membres des milices pourraient être des voyous politiques et l'autre moitié des indépendants qui sont là pour se faire de l'argent. C'est difficile de faire la distinction, a déclaré un fonctionnaire des Nations Unies. Lorsque l'aviation gouvernementale ivoirienne
a lancé des raids aériens sur les principales villes tenues par les rebelles de Bouaké et Korogo en novembre 2004, les forces pro-gouvernementales de Laurent Gbagbo se sont emparées de la station d'État RTI et les milices ont saccagé les bureaux des partis d'opposition et les journaux favorables à l'opposition. Blé Goudé, le dirigeant des jeunes patriotes aujourd'hui COJEP et orateur au discours enflammé, galvanisait des milliers de jeunes pour la plupart, pour qu'ils descendent dans la rue, pour soutenir le gouvernement et pour défier les Français. Pour faire passer son message, il s'appuyait sur un réseau informel de groupes de base ou appelés parlements de rue ou encore Agora, connu sous le nom d'Agora, où les orateurs répandaient les messages d'un nationalisme féroce dans des salles de réunion ou à des coins de rue. Après que les forces françaises aient détruit la force aérienne ivoirienne en représailles pour la mort de 9 soldats français à Bouaké lors d'un raid le 6 novembre 2004, un sentiment anti-étranger a vu le jour. Blé Goudé, surnommé le général de la rue, a utilisé son libre accès aux médias d'État pour remplir les rues d'Abidjan des manifestants anti-français. Comme la nouvelle se répandait de la destruction par la France des forces aériennes ivoiriennes, Blé Goudé est apparu soudain à la télévision du soir pour transmettre un appel vibrant du style « Votre pays a besoin de vous ». J'étais choqué, se souvient un journaliste ivoirien qui a suivi les événements. Blé Goudé est apparu à la télévision nationale en disant des choses comme « Si vous êtes en train de dîner, arrêtez de manger immédiatement et sortez ». En l'espace d'une heure, des milliers de personnes marchaient sur l'aéroport. Le gouvernement a pu utiliser les milices pour mobiliser la rue, tout en appelant ostensiblement au calme. Le dictateur Laurent Gbagbo est apparu à la télévision et, à la manière d'un homme d'État, il a exhorté les manifestants à rentrer chez eux. Mais d'autres, y compris Blé Goudé, considérés par les diplomates occidentaux comme proches de Laurent Gbagbo, étaient à l'écran et exhortaient les Ivoiriens soi-disant patriotes à manifester. Ce qu'ils ont fait par milliers, y compris beaucoup de personnes ne faisant pas partie des milices, se dirigeaient vers la base du 43e bataillon de la marine française près de l'aéroport d'Abidjan. Les violentes manifestations entraînées par les milices ont abouti à une large destruction des biens, de nombreux viols et ont été entraînés l'évacuation d'environ 8000 ressortissants étrangers de nationalité française pour la plupart. Blé Goudé a insisté sur le fait que les manifestants et ces jeunes patriotes n'étaient pas armés. Cependant, des sources officielles disent qu'ils ont vu des patriotes armés sur le pont général de Gaulle dès le milieu de l'après-midi. Ils avancent comme preuve le fait que plusieurs soldats français ont été blessés par balles pendant des manifestations. Le gouvernement de Laurent Gbagbo a accusé les forces françaises d'avoir tiré sur les manifestants à Abidjan avec de véritables munitions et a estimé le bilan des violences de novembre 2004 à 64 morts et environ 1500 blessés. Plusieurs manifestants interviewés par Human Rights Watch ont déclaré qu'ils avaient vu les forces françaises tirer à balles sur la foule des manifestants depuis des immeubles et d'un hélicoptère. Certaines des victimes et des blessés de l'hôtel Ivoire ont été piétinés en s'enfuyant pour échapper aux tirs, d'après des sources de l'hôpital. Des diplomates ont déclaré que la vitesse avec laquelle les milices s'étaient mobilisées démontrait une organisation et une structure de communication sophistiquée. Les milices ont réquisitionné les transports publics et privés, ont installé des barrages routiers et des vérifications d'identité. Le tout
avec l'accord tacite des forces de sécurité régulières. Ils avaient un véritable contrôle de la rue, dirigeant le pillage des propriétaires français et l'incendie des bureaux des journaux d'opposition, a déclaré le journaliste. Beaucoup d'étrangers ont été violés. Dans tout ce chaos, mais aucun ressortissant français n'a été tué. Ceci montre qu'il y avait un niveau de contrôle. C'est ici que s'arrête ce que nous disons. C'était long, c'est pourquoi je suis allé doucement dans la lecture. Mais ça vous demande d'où nous venons et ce que le Blé Goudé et ces gens sont pu causer à la Côte d'Ivoire. Et quand on vous voit aujourd'hui dire que vous voulez vous donner des aides d'individus importants dans ce pays, ça nous fait rire. Mais nous vous disons, Blé Goudé, même si tu deviens saint, tu ne vas pas échapper à ton destin morbide. Ce que tu as causé comme mal en Côte d'Ivoire, tu vas payer de la même manière. Et le même message pour Laurent Gbagbo, Simone Yvé et tous ceux qui sont des membres de l'opposition. Soyez sûrs, dès que nous aurons l'occasion, on ne va pas hésiter une seconde à vous arracher à la vie, comme vous avez arraché la vie de nos parents et de nos militants. Soyez-en conscients. Le Clara, je te dis merci pour ce rappel que tu viens de faire aujourd'hui. Merci pour ce rappel à cette criminelle. Merci pour ce rappel à ces ennemis de la Côte d'Ivoire. Merci pour ce rappel à ceux qui ont tué nos parents, ceux qui ont brisé les Ivoiriens, ceux qui nous ont montré, ceux qui ont envoyé la violence, ceux qui ont mis la violence dans la tête de nos enfants, ceux qui ont mis la violence dans le cœur de nos enfants. Parce que regarde, en 2010, si un enfant avait 5 ans, là, ça veut dire qu'aujourd'hui, la presse c'est quel âge? Presque 18 ans, 20 ans. Donc, ceux-là même qui sont venus endoctriner nos enfants avec la haine, avec la xénophobie, avec la criminalité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, jamais de la vie de papa au fouet, jusqu'à ce qu'on arrive à eux là. Je n'avais jamais vu quelqu'un brûler. Je n'avais jamais vu en Côte d'Ivoire où on prend on met sur quelqu'un puis on brûle. On entendait ça dans les autres, mais jamais en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui sont venus me montrer faire ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, j'étais tellement contente quand j'étais en train de faire ton édito. J'ai dit merci. Et c'est de ça qu'on a besoin. Parce que ceux-là, ces politiciens flafla là, ils doivent s'éteindre d'eux-mêmes. La population doit les désavouer pour qu'ils sachent qu'ils sont vomis. Non seulement la population mais les a désavoués, mais ils ne croient pas encore. Parce que pendant les élections couplées, là, ils ont eu combien? Le FPI a eu combien de députés? Combien de maires? Combien de régionales? Ils ont eu combien? PDCI, tu as eu combien? Tout ça, c'est pour vous montrer que les Ivoiriens ils sont fatigués de vous. Vous-même, là, on entend vos noms là. Déjà là, les Ivoiriens, nos enfants là même là, ils ne veulent même plus revivre ce qu'on a vécu. Mais comment nos enfants vont savoir que vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire si on ne fait pas de rappel? Le rappel est important. Dieu même nous dit, même le Saint-Coran, si tu t'es lu le Coran et que tu fermes ton Coran pendant des années, là, le jour que tu vas reprendre là, ça va devenir comme si tu es en train de reprendre à zéro. Le rappel est très important. Il faut qu'on leur rappelle comment on appelle ça, les bêtises qu'ils ont données, ils ont fait à la Côte d'Ivoire, le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on leur rappelle ça. Comme eux-mêmes, ils ne veulent pas se rappeler de ce qui ne va pas là. Si on leur rappelle ça, là, ça va rentrer. Eux-mêmes, ils vont s'éteindre d'eux-mêmes. Pourquoi on montre à nos enfants que c'est ceux-là qui ont envoyé à faire des djoulas, à faire des pétés, à faire des gueulets, à faire des agnis, à faire des nord, à faire des sud. C'est ceux-là qui nous ont montré ça. Oui, c'est ceux-là qui nous ont montré ça. Parce que nous, quand on grandissait, c'est le vivre ensemble qu'on connaissait. Le vivre ensemble. On s'amusait entre nous. Tout le monde en était la même chose. Tu vas dans la cour, tu vas dans la cour, il n'y a pas de problème. Mais dès que ceux-là sont venus, les Ivoiriens, les PDCI sont venus là. Ils ont commencé d'abord la plaie. Maintenant, Gbagbo est venu faire le cancer pour mettre dessus. Donc, j'étais tellement heureuse de ton rappel là. Je ne voulais pas trop parler, mais il dit non, il y a une fois là, ça me faut qu'elle dise à l'étoile. Merci pour ce rappel. Merci quand tu vas couper la main, mais j'étais sur ma page de TikTok aussi. Parce que ça, il faut que nos enfants écoutent ça. C'est ceux-là qui sont le mal de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils veulent se jouer les enfants de cœur, comme si on ne les connaît pas. Un Blé Goudé comme ça là aussi, qui veut devenir un jour président de la Côte d'Ivoire. Dieu. Pour nos petits-enfants, ou bien nous-mêmes là, tant qu'on vit là, non, j'ai dit ça là, c'est dans 70 ans. Oui, c'est dans 70 ans que Blé Goudé va devenir président de Côte d'Ivoire là. Avec tout ce qu'ils nous ont fait là, avec tout ce qu'ils ont fait, le RD a tellement souffert dans la main de ceux-là. Papa, donc on ne parle pas.
Mais aujourd'hui, le monsieur est au pouvoir. Vous êtes tranquille. Vous vivez comme vous voulez. Vous voyagez comme vous voulez. Vous racontez n'importe quoi et n'importe comment. Vous êtes tranquille. Mais si c'était lui, là, ce que vous êtes en train de faire actuellement, si c'était l'inverse, là, est-ce qu'on allait parler de nous aujourd'hui? Donc, le rappel là est utile. Il faut rappeler à ces gens-là. Il faut leur rappeler. Il faut qu'on tourne même un beau film même de ce qu'on a vécu en 2010-2011 pour leur montrer qu'eux, là, seulement là, 2025, ils vont s'éteindre d'eux-mêmes. Parce qu'on sait qui ils sont. Et je suis content d'avoir accepté grâce de Papa Ado. Grâce là, il n'a qu'à venir nous dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'on l'a gracié. Et puis il cherche amnistie, là, il n'a qu'à venir nous dire ça. Oui, maintenant là, c'est la grâce. Cette grâce là, c'est dans ça là on va être maintenant. On va se dire la vérité. Parce que c'est dans la vérité là que la Côte d'Ivoire va changer. C'est dans la vérité là que les Ivoiriens vont vivre ensemble. Fini. Parce que le mensonge là ne va plus persister. On ne va plus accepter le mensonge. Parce que nous sommes fatigués d'être mentis. Et Dieu merci aujourd'hui là, si tu vois que quelqu'un te ment à l'éclair, c'est que tu as accepté d'être menti. Il y a tout aujourd'hui sur les différents sites. Tu veux connaître la vérité de la Côte d'Ivoire là. Il y a le petit qui était venu hier qui était en train d'interagir avec toi. Il connaissait la vérité, mais l'éclaireur, c'est parce qu'il pensait qu'on allait le laisser partir à son mensonge. Quand lui-même il a vu que la vérité que tu disais là était trop fort là, il a accepté tout et puis il est parti. Ils savent, mais ils veulent fermer les yeux dessus, pensant que le mensonge peut prendre le dessus sur la vérité. Et jamais. L'éclaireur, vraiment, je te dis merci. Merci pour tout le combat que tu fais. Le combat que nous faisions là, c'est pas pour nous aujourd'hui, c'est pas pour nous demain, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. C'est pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir l'image que le Prado veut donner à la Côte d'Ivoire. L'image qu'il a déjà donnée à la Côte d'Ivoire. C'est ça, on veut que ça persiste pour toujours, pour que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire de paix. Voilà, et puis je vais m'arrêter là pour dire vraiment que Dieu couvre la Côte d'Ivoire. Papa Ado, bonne santé à toi, que Dieu te couvre toujours et que Dieu mette des personnes honnêtes toujours autour de toi. Que ceux qui ne sont pas honnêtes là n'ont qu'à se dévoiler.